cadre de ces premières rencontres du logement intermédiaire ce matin, après un propos introductif de Madame la ministre, Sylvia Pinel, qui a souhaité la bienvenue, d'une part, et de Monsieur François Pupponi, président de l'ANRU, qui a ciblé un certain nombre d'enjeux de son point de vue, d'autre part, concernant cette éventuelle relance du logement intermédiaire. Nous avons abordé une table ronde centrée sur les enjeux territoriaux et sur la vision de la ville, y compris avec des architectes, avec la présidente de l'Association nationale de la copropriété. Échanges très intéressants qui ont permis d'alimenter la réflexion sur le logement intermédiaire et sur la place qu'il doit prendre dans les quartiers. Nous allons aborder au cours de cette table ronde intitulée le cadre d'intervention des acteurs du logement intermédiaire, une série de problématiques différentes qui a davantage trait au montage, mais aussi aux acteurs du logement intermédiaire. Je remercie pour ma part les organisateurs de ces premières rencontres de m'avoir convié. Je rappelle ou j'indique, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis Stéphane Carini, gérant fondateur de Ulysse Consultant, qui est une structure de conseil et de services aux acteurs de l'immobilier social et du développement local, qui, à la différence d'un certain nombre de cabinets généralistes, présente cette particularité de valoriser près de 25 ans d'expérience professionnelle de haut niveau au service de vos métiers, des métiers de l'immobilier social. Ça facilite un certain nombre de choses. Je referme cette parenthèse et je vais, lors d'un propos introductif, qui sera donc émaillé à dessein d'interrogations auxquelles les experts qui sont autour de moi prendront soin de répondre, je vais essayer de situer cette thématique centrée sur le cadre d'intervention des acteurs du logement intermédiaire. Et je vais le faire tout d'abord en revenant sur la notion de logement intermédiaire. D'où vient-on, où va-t-on en ce qui concerne le logement intermédiaire ? Le logement intermédiaire, j'en ai souvent entendu parler. Je l'ai même pratiqué. C'est donc pour moi une réalité, mais une réalité qui s'est perdue. Un peu d'histoire, sans remonter trop loin, ni se perdre dans les détails. Rappelons que l'une des lois de programmation du logement social, la loi Loucher, projetait 60 000 logements qui étaient déjà des logements HBM, les logements HLM que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi des logements IBM, des immeubles à loyer moyen. Donc d'ores et déjà, il y avait cette complémentarité dans les produits, et cela c'était en 1928. Rappelons aussi, en ce qui concerne l'une des zones les plus tendues, et qui l'est toujours, à savoir Paris Intramuros, ce fameux programme des 20 000 logements bâtis sur les anciennes fortifications et qui était centré de manière très simple, presque simpliste, entre deux catégories. Les logements de catégorie A, qui étaient l'équivalent de logements HLM, et les logements de catégorie B, qui étaient des immeubles bourgeois destinés aux classes moyennes. Donc le logement intermédiaire, qu'on a tendance à nous présenter aujourd'hui comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit venir compléter la palette des acteurs HLM ou d'autres acteurs, est en réalité quelque chose d'assez ancien. Entre 1980 et 2000, les acteurs HLM, les grandes SEM immobilières à Paris, en Île-de-France, à Marseille ou dans d'autres régions, je ne prétends pas être exhaustif, ont abondamment pratiqué le prêt locatif intermédiaire pour donner une place raisonnable, mais très significative, à la production de logements sociaux et réglementés. Enfin, je ne peux oublier que les investisseurs institutionnels ont assumé pendant très longtemps ce qu'on a appelé la fonction sociale du parc privé. Et Christophe Zeller aura l'occasion de revenir à la fois sur l'historique et sur l'actualité d'un retour souhaité des investisseurs institutionnels. Je parle de réalité perdue. Oui, le logement intermédiaire est une réalité perdue parce que le bilan chiffré récent est peu glorieux.
La production locative intermédiaire est tout d'abord devenue anecdotique. Je donne 2 chiffres. 1500 logements financés en moyenne sur la période 2002-2012. 1500 logements, c'est pour la France entière. Ça laisse rêveur. Et sur les 5 dernières années, en tout cas s'agissant des références officielles dont on dispose, la production est encore moindre puisqu'on dépasse à peine les 1000 logements. Pour l'accession à la propriété, qu'il convient de ne pas oublier, puisque les textes de 2014 y font référence, indiquons que 10 600 logements ont été construits en 2012-2013. C'est 6% de la production neuve en accession. C'est donc excessivement marginal. Quant au PSLA, qui intéresse un certain nombre d'entre nous, on en a construit 8 000 en 2013 en France entière et seulement 2 400 à 3 000 sur la période 2007-2010, soit 3% de la production neuve telle que cela avait été chiffré par l'IORIF. Cette réalité perdue, elle a laissé place pendant de nombreuses années à ce que j'ai appelé une sorte de foisonnement des concepts qui disait un petit peu les atermoiements des uns et des autres, sans portée d'appréciation. On a tout d'abord indiqué que le PLS, c'était le logement intermédiaire. C'est sécurisant parce qu'il est conventionné à l'APL, mais c'est du faux logement intermédiaire parce que très peu de classes moyennes peuvent en fait se loger dans le logement PLS qui obéit, tout comme le PLI d'un côté, mais tout comme le plus et le PLAI de l'autre, à des plafonds de loyer et à des plafonds de ressources drastiques. Ensuite, on a vu fleurir le concept de logement à loyer maîtrisé, mais c'était oublié que le logement intermédiaire a toujours été caractérisé par des plafonds de loyer, qu'il s'agisse de produits défiscalisés ou d'investissements patrimoniaux en direct par les acteurs HLM ou par les SEM immobilières. Aujourd'hui, à Paris et en zone A, le plafond est fixé à quelques 17 € du mètre carré. Et puis ensuite, on nous a expliqué que le logement intermédiaire, ce n'était peut-être pas l'affaire des acteurs traditionnels, SEM immobilières, acteurs HLM, c'était l'affaire de produits défiscalisés que pouvaient souscrire des investisseurs. Je ne suis pas persuadé que finalement l'ensemble de ces concepts ait débouché sur beaucoup d'opérations et les opérateurs ont besoin d'opérations, si vous me permettez cette lapalissade, pour démontrer leur aptitude à faire face aux besoins. Aujourd'hui, quelle est la réalité ? On voit se dessiner un nouveau paysage. Je serai pour ma part prudent, même si je reste optimiste. Un changement d'échelle qui est annoncé, 2 milliards pour 25 000 logements sur 5 ans, en zone tendue, en principe. Et je soulève trois questions. On nous annonce de nouveaux acteurs, des filiales créées par les organismes HLM pour cantonner les risques des opérations intermédiaires. Une nouvelle ingénierie, nous aurons l'occasion d'y revenir très en détail avec les personnes qui sont de la table. Et peut-être de nouveaux outils, puisqu'un bail amphithéotique vient s'ajouter aux instruments de même nature ou de nature équivalente pour favoriser le logement intermédiaire. Je vais revenir ensuite sur ce que sont et ce que seront peut-être les acteurs du logement intermédiaire. Il y avait hier des acteurs incontournables. Je les cite rapidement. Un certain nombre de SEM historiques créés dans les années 30, qui pendant très longtemps d'ailleurs n'avaient pas accès au guichet de la Caisse des dépôts pour construire des logements de type HLM et qui se sont donc fait un vrai métier du logement des classes moyennes. N'oublions pas le rôle incontournable du 1% logement. Nous savons tous, ceux qui ont monté des opérations locatives intermédiaires et qui continuent de le faire, et je pense que le président de DRP ne me contredira pas, que sans le 1% logement, un grand nombre d'opérations, et notamment d'opérations locatives intermédiaires, ne pourraient pas voir le jour. Et puis, bien évidemment, l'implication, je l'ai indiqué pendant longtemps, des investisseurs institutionnels. En préparant cette table ronde, je me suis posé cette question. Est-ce que ces acteurs sont encore les acteurs du logement intermédiaire aujourd'hui ? On voit à Paris, on assiste à Paris, là encore sans appréciation critique, c'est une réalité, à un conventionnement massif du parc intermédiaire de fait qui existait. Ça a un effet statistique, les immeubles sont pleins comme un œuf.
Est-ce que ça débouchera sur des logements sociaux à l'Est comme à l'Ouest à court terme? On peut se poser la question, je la laisse pendante. Les investisseurs institutionnels, pour leur part, se sont désengagés sous des contraintes extrêmement dures, on y reviendra. Et le 1%, lui, connaît de fortes contraintes d'allocation de ses fonds via l'ANRU, je crois que c'est près d'1 milliard, via le FNAL et avec l'obligation également de développer un certain nombre de produits. D'où bien évidemment toute une série de questions que nous aborderons en liaison avec vous et en essayant de répondre à vos questions. Ces questions seront notamment, mais ce n'est pas exhaustif, quelle stratégie des acteurs HLM aujourd'hui en faveur du logement intermédiaire, sachant qu'entre 2010 et 2013, les coûts de construction, tout poste compris, ont littéralement explosé. Peut-on tabler et qu'il nécessite 15% de fonds propres, au moins contre 5% il y a un peu plus d'une décennie? Peut-on tabler sur un retour des institutionnels? Et si oui, lesquels? Les promoteurs privés sont-ils partis de leur côté à la conquête du logement intermédiaire, se substituant à des acteurs anciens, traditionnels, qui ne pourraient plus le faire? Et je pense que sous cet angle, Hervé Legros pourra nous éclairer. S'agissant ensuite de l'ingénierie du logement intermédiaire, et je laisse de côté la partie financière que de brillants représentants des établissements financiers traditionnellement actifs dans ce domaine aborderont demain, donc soyez nombreux également demain. L'ingénierie d'hier, nous la connaissons. C'était quelque chose de simple, trop simple peut-être pour les promoteurs du logement intermédiaire aujourd'hui. Un investissement direct des acteurs HLM, des SEM immobilières avec un financement principal, le prêt locatif intermédiaire, très peu soutenu par Bercy, il faut bien le dire, ou alors de manière sporadique. Et un fort abondement des opérations par le 1% logement, puisque cela pouvait aller jusqu'à 40% d'investissement prévisionnel. Bien évidemment, cette donne-là, est-ce qu'elle est encore soutenable aujourd'hui? Est-ce que les acteurs HLM, est-ce que les SEM immobilières doivent créer ces filiales qui sont appelées de leur vœu par les pouvoirs publics pour cantonner les risques? Mais alors, comment doivent-elles structurer le tour de table? Avec qui doivent-elles le faire? On essaiera de se poser la question et peut-être de vous poser la question également. Le 1% logement, et on connaît la place du 1% logement dans le logement des salariés. Peut-il continuer à jouer son rôle pivot? Peut-il continuer à mobiliser des masses financières aussi importantes qu'il l'a fait et qu'il continue de le faire? On ne peut pas éviter cette question à l'heure où le MEDEF, qui est l'un des deux partenaires de Action Logement, dont la gestion est paritaire, vient de publier un rapport sur la relance de la construction et sur une très probable réforme de sa gouvernance. Et puis, bien évidemment, mais encore une fois en renvoyant à demain, quel rôle de la Caisse des dépôts et des établissements financiers? Cette ingénierie, elle va probablement évoluer. Que deviendra-t-elle demain? Là encore, une série de questions pour, en espérant susciter votre intérêt. Comment monter ces fameuses filiales dédiées au logement intermédiaire? Est-ce qu'il faut laisser la carte blanche à l'innovation en sortant d'un système hyper réglementé qui est tout de même notre grande tradition administrative du logement? Quel usage et quelle utilité s'attache au bail amphithéotique réel créé pour le développement du logement intermédiaire par l'ordonnance de février 2014? Et puis, bien entendu, compte tenu du développement des partenariats publics-privés et en laissant pour l'instant de côté les critiques dont il fait parfois l'objet, comment peut-on envisager mettre ce type de contrat au service d'une vraie politique du logement intermédiaire? Si on a un petit peu de temps, on essaiera d'aborder le cadre fiscal, il est important, et puis l'espérance de rentabilité qui s'attache aux produits locatifs intermédiaires. Est-ce qu'il faut concevoir cette rentabilité avec revente ou sans revente? Est-ce qu'il y a des risques de revente à la découpe d'ici 12 ou 15 ans? Est-ce qu'on doit les accepter ou essayer de les conjurer par avance? Voilà les questions que nous essaierons d'aborder avec les intervenants qui sont autour de la table. On va donc revenir sur la question des acteurs.
avec une première question que je vais peut-être poser à chacun d'entre vous, peut-être commencer par vous, Monsieur Gabillard. Euh, Quelle stratégie, alors j'avais prévu quelle stratégie des acteurs HLM, Jean-Baptiste Campagne, directeur général de SLVO et fait partie du groupe Procilia, est excusé aujourd'hui. Quelle stratégie des acteurs HLM, quelle stratégie des acteurs du logement en général pour le logement intermédiaire? Vaste question. Moi, je ne suis que le président de RRP. Alors, RRP, pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, c'est une filiale à 100% donc, du groupe collecteur de 1% Solindi, donc, qui est le premier collecteur français aujourd'hui. C'est une société qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui a un patrimoine de logements intermédiaires de 6300 logements exclusivement situés en Île-de-France et qui aujourd'hui a un plan de développement qui était de 300 logements par an jusqu'à ces dernières années. Et notre dernier conseil d'administration a entériné un plan de développement que nous avions proposé de 400 logements par an sur les 3 ans à venir et revenir un peu moins après. Euh, donc on est un acteur. Alors c'est pour ça que j'étais étonné des chiffres que vous indiquiez sur la consommation de logements intermédiaires, parce que j'ai l'impression qu'à nous seuls, on les mobilise en quasi-totalité sur les 3 dernières années, j'en serais très fier, mais j'ai pas eu cette impression. Donc je suis, voilà, en tout cas nous, on est arrivé à développer des opérations. C'est le dernier rapport parlementaire dont j'ai eu connaissance, c'est le rapport Carèche qui citait ces Oui. chiffres en souhaitant timidement une petite relance du logement intermédiaire et qui rappelait la production très faible des dernières Je années. sais que nous, on était très, très attentifs à la consommation des PLI et on essayait de mobiliser. Alors, de mémoire, je pense qu'on mobilisait à peu près 50% des enveloppes, mais je ne pensais pas qu'on en mobilisait plus en tout cas. Donc, on a fait du logement intermédiaire, notamment sur les 3-4 dernières années, sans les financements, enfin sans les nouvelles règles de financement. Et si on passe effectivement de 300 à 400 logements, c'est parce que les nouvelles règles de financement, notamment la réduction de TVA et la suppression de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, nous donnent des souplesses au niveau des comptes d'exploitation et du prix de revient qui nous permettent du coup de mieux utiliser, enfin de mieux valoriser nos fonds propres, que paradoxalement, l'effet de levier dans le logement intermédiaire comme dans le logement HLM d'ailleurs, c'est moins les emprunts qu'on peut trouver sans trop de difficultés que le montant des fonds propres qu'on peut mettre dedans. Alors, les fonds propres, il faut quand même avoir une idée en tête assez précise, c'est quand même de l'ordre de 30% d'un prix de revient qui est lui-même sensiblement supérieur à ce que vous êtes dans le logement social. Donc, ce qui veut dire que cette production de logement, on ne peut le faire que si on a des fonds propres. Alors, comment nous arrivons-nous à les trouver? C'est en fait à la fois par l'autofinancement qu'on dégage sur notre exploitation, par les dotations de capital, en augmentation de capital que peut nous faire notre actionnaire Solindi, et surtout, je dirais, par l'arbitrage qu'on fait chaque année de vente de patrimoine pour éviter d'avoir, parce on fait du logement intermédiaire, vous avez zéro subvention. Enfin, vous avez une subvention indirecte par le biais de la suppression de la TFPB et par le biais de la réduction du taux de TVA, mais vous n'avez pas de subvention comme peuvent le donner les collectivités locales ou l'État. Donc c'est essentiellement par l'arbitrage de patrimoine, en vendant à nos locataires, mais également à des gens extérieurs, que nous arrivons à dégager les fonds propres qui nous permettent de développer une production neuve. Et c'est ça qui est, pour moi, une équation qui devrait largement développer le monde HLM, qui éviterait de venir quémander de l'argent sans arrêt. Donc, voilà en gros la présentation de RP là-dessus. Alors, nous intervenons donc avec un système de fonctionnement qui est relativement simple. On fait soit de la production propre, soit de appel aux promoteurs avec des ventes en état futur d'achèvement. Et on les finance par des prêts qui jusqu'à présent étaient des prêts PLI. Et maintenant, on prend des prêts de type PLI auprès de la Caisse d'épargne, du Crédit Foncier, enfin surtout de la Caisse d'épargne. Et j'espère demain de la Caisse des dépôts si elle assouplit un petit peu ces règles actuelles qui sont un tout petit peu compliquées à mettre en place. Donc, nous, notre stratégie était définie avant l'application de la loi. Elle est amplifiée par la mise en place des nouvelles ordonnances et on s'en félicite. Et on considère que ça fonctionne très bien comme ça. Ce qui me paraît surtout important, moi je dirais, on a beaucoup parlé ce matin, notamment je voulais faire la remarque à la représentante des architectes ce matin, puis j'ai laissé tomber, c'est que dans le logement intermédiaire, en fait, il y a
il y a deux grands types d'acteurs. Il y a les acteurs de nature institutionnelle, dont nous faisons partie, mais il y en a d'autres, et il y a les acteurs particuliers. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi Pinel, c'est une loi qui a succédé à la loi Duflot, c'est une loi qui est destinée pour faire du locatif intermédiaire. Or, la production de logements en Duflot, Pinel en 2014, elle a été de l'ordre quand même d'une 35 000 logements. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, quand on dit qu'il ne se produit pas de logements intermédiaires, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en produit 35 000. Bon, enfin, presque 35 000, on va dire. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ce sont des vrais logements intermédiaires compte tenu des modifications qui sont intervenues? Quand vous voyez le plafond des loyers du PLS, que le PLS, je rappelle, ce n'est pas un logement intermédiaire, c'est du logement social. Le PSLA auquel vous faisiez allusion, ce n'est pas du logement intermédiaire non plus, c'est plutôt connoté logement social par le niveau de ressources des acquéreurs qui peuvent y prétendre. Donc on n'est pas dans le logement intermédiaire à ce moment-là. Le niveau le zonage qui a été modifié en août dernier fait que de nombreuses villes qui étaient en zone B1 sont devenues des villes qui sont en zone A. Et quand vous regardez le plafond du loyer du logement intermédiaire qui est appliqué en zone A, vous dites que vous connaissez un petit peu les villes de province ou que vous regardez les sites de clameurs, vous dites que finalement le plafond du loyer intermédiaire, c'est quasiment le niveau du marché libre. Donc tant mieux pour les investisseurs particuliers en Pinel, tant mieux pour les promoteurs qui développent les opérations. Est-ce que véritablement l'objectif qui était initialement de dire on met un loyer intermédiaire, c'est 20% de moins que le loyer libre, certes on n'a pas modifié les plafonds, mais on a modifié le zonage. Donc moi ça ne me dérange pas, hein. En tant qu'ancien promoteur, je suis ravi pour mes confrères et pour les acquéreurs privés. Je me pose simplement la question de dire est-ce que du coup on ne qualifie pas d'intermédiaire des choses qui sont finalement du logement libre? Deuxième remarque, c'est est-ce qu'il y a des besoins de logement intermédiaire? On me dit en zone tendue. Bon, quand on met en zone tendue, c'est les zones A bis et les zones A. Bon, moi, de mes fonctions antérieures, je travaillais, je dirigeais l'activité de promotion d'un groupe sur l'ensemble de la France. Donc, j'ai connu tous les marchés. Je ne suis pas convaincu que l'écart entre le plafond du PLS et le niveau du marché libre justifie, dans beaucoup de villes et dans beaucoup de quartiers, sauf dans quelques quartiers de certaines villes, qu'on crée une catégorie spécifique de logement intermédiaire. Alors, qu'on l'habille politiquement pour ça, moi ça me va très bien, les politiques se font plaisir entre eux, j'ai pas de problème. Mais que ça corresponde à une réalité économique, alors oui, pour certains quartiers de Lyon, Marseille, sur une partie de la Côte d'Azur, une partie du Pays de Gex, et bien entendu toute l'île de France. Mais si on veut être lucide, le problème du logement intermédiaire, c'est avant tout, à 80% ou 90%, un problème francilien. Et un problème francilien de la zone A bis et un peu de la zone A. Un peu de la zone A. Quand vous êtes, Monsieur Pupponi en parlait ce matin, quand vous êtes dans le 93, la différence entre le plafond du PLS et le marché libre, bon, quand vous avez 4-5 euros d'écart, c'est le bout du monde. Donc mettre quelque chose qui soit à 2 euros, 2,50 euros, ça peut avoir un sens, mais c'est pas la même chose que quand vous êtes à Boulogne ou quand vous êtes à Levallois ou quand vous êtes et bien entendu, a fortiori à Paris. Donc il faut quand même ramener un peu les choses là-dessus. Alors, en revanche, les deux autres acteurs, donc ça c'est pour les acteurs institutionnels, les acteurs particuliers, personnes physiques. Dans les institutionnels, pour moi, il y a trois catégories. Il y a les acteurs de 1%, donc RRP, mais on n'est pas les seuls à en faire. Il y en a d'autres qui en font également. Mais comme je ne suis pas là pour citer les concurrents, donc je ne les citerai pas. Donc, mais en tout cas, il y a RRP et des sociétés de même nature qui fabriquent du logement intermédiaire. Bon. Il y en a même qui ont un stand. Oui. Non, mais ce n'est pas des vrais concurrents. Donc, bon, je plaisante. Donc, vous avez les acteurs de 1%, vous avez les acteurs HLM, et vous avez ceux qui, de mon point de vue, auraient dû ou devraient être la cible première, ce sont les investisseurs institutionnels représentants du secteur privé. Donc faire venir dans le secteur du logement, il faut rappeler comme qu'en 20 ans, les institutionnels ont vendu à peu près 800 000 logements, ce qui fait que le parc privé est resté à peu près au même niveau, simplement parce que les particuliers ont compensé le départ d'institutionnels. Mais où est l'argent aujourd'hui? Il est quand même plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc pour moi, la cible numéro 1 des dispositifs du logement intermédiaire, ça ne devrait surtout pas être les HLM. Et au contraire, les institutionnels.
du secteur privé. Alors, d'ailleurs, on est en train, c'est pas, enfin, si, c'est pas encore dévoilé, mais je peux vous le dire, on est en train chez RRP de monter un partenariat avec des fonds. Alors, c'est pas Argos, hein, on n'est pas à la même échelle, hein, mais on est en train de monter un partenariat avec des investisseurs privés pour développer du logement locatif intermédiaire en zone à bis et exclusivement en zone à bis dans le cadre de ce dispositif, de manière à ce qu'on puisse avoir un effet de levier par rapport à notre propre action en mobilisant des fonds privés. Et ce matin, j'étais sensible aux remarques de M. Pupponi, disant oui, mais il faut que dans les quartiers difficiles et dans les villes difficiles, pour améliorer l'équilibre socio-politique de ces villes-là, créer du logement intermédiaire. Je dirais oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. La seule chose dont je suis à peu près certain, c'est que les acteurs privés, c'est-à-dire des institutionnels privés qui ont des comptes à rendre aux gens qui leur amènent leur épargne, par le biais de ces canaux des OPCI, bien eux ne pourront pas aller là-dedans parce qu'ils risquent de faillir leur mission. Donc j'aurais tendance à dire, ne pratiquons plus la ghettoisation au niveau des citoyens, mais peut-être au niveau des acteurs. Parce qu'inversement, je ne vois pas pourquoi demain un acteur HLM interviendrait dans Paris ou dans Boulogne ou dans disons, là où les investisseurs privés institutionnels pourraient intervenir. C'est pas sa vocation. Quand on sait en plus la consommation de fonds propres que représente une opération de logement intermédiaire, est-ce qu'un acteur HLM vaut mieux qu'il fasse 3 logements sociaux avec les fonds propres nécessaires pour faire un logement intermédiaire ou un seul logement intermédiaire? Quelle est sa finalité première? Quelle est sa vocation première? Je pense que de ce point de vue-là, moi je verrais mieux, par une sorte de principe de subsidiarité, dire tout ce qui peut être acteur privé. Alors, nous, RP, je précise, c'est une société anonyme de droit privé assujettie à l'IS. Donc on a tous les inconvénients des HLM, mais aucun avantage. Mais donc on paye les impôts comme tout le monde, etc. Je verrais mieux de ce point de vue-là les acteurs privés intervenir là où il y a effectivement des perspectives de plus-value, des perspectives de rentabilité à peu près normales des opérations, et là où ils ne voudront pas intervenir, que par clause de subsidiarité, les acteurs HLM puissent intervenir. Parce qu'il y a effectivement un besoin social et politique qui est une intervention dans ces villes-là. Donc de ce point de vue-là, les acteurs particuliers peuvent intervenir partout en France. Ils interviendront avec une logique certainement de locatif libre, parce que de toute façon, le plafond de ressources couvre à peu près 80 à 85% de la population, donc ça ne devrait pas poser de problème particulier. Et le niveau des loyers n'est pas très très différent de celui du marché libre. Donc c'est pas ça pour moi, et ça représentera la vraie production. Le reste, qu'elle se concentre entre ces différents acteurs sur l'essentiel des besoins, qui est quand même l'Île-de-France. Alors, je ne fais pas un appel à la concurrence en disant ça, hein, mais pour moi, si on raisonne en tant que logique de besoin, c'est d'abord là que ça va. Alors après, on pourra reparler de la réglementation et de ce qui est amélioré. On peut peut-être... Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. On va essayer d'abord de vérifier si on est d'accord ou s'il y a des divergences autour de la table, et on vous cédera ensuite la parole, bien entendu. Christophe Zeller, vous connaissez bien, vous avez bien connu et vous connaissez bien encore le monde des institutionnels et leur capacité d'intervention. Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être indiqué par Jean-François Gabillard? Oui, alors je partage parfaitement, mais je vais peut-être démarrer par l'historique. En fait, quand on a parlé quand même d'une suppression de 800 000 logements au cours des 20 dernières années, alors comment on en est arrivé là? Alors, en fin de compte, je ne vais pas utiliser la théorie du papillon, mais la théorie de l'énarque de Bercy. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'énarque dans la salle, parce que je voudrais vexer personne, mais grosso modo, dans les années 90, vous aviez à l'époque 3 grands assureurs. Le premier, c'était l'UAP, qui est numéro 1 oblige, les AGF et le GAN. Bon. Ces 3 assureurs-là avaient un parc immobilier extrêmement conséquent, notamment en Île-de-France, donc dans une zone dite tendue. Mais à cette époque-là, l'État était impécunieux. Et l'État était au conseil d'administration de ces 3 entreprises, ce qui a fait en sorte que, au jour d'aujourd'hui, l'UAP a été racheté par le groupe AXA, le GAN a été racheté par Groupama,
Et puis les AGF ont été rachetés par le groupe Allianz. Donc, avec donc maintenant le pouvoir de décision d'Allianz est en Allemagne et non plus en France. Mais ceci étant posé, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, rappelez-vous, une banque française bien connue, le Crédit Lyonnais, était en faillite. Bon. C'était quand même une banque significative. C'était l'une des 3 grandes banques françaises, la BNP, le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Il y avait une deuxième banque qui s'appelait le CIC, qui avait à travers une de ses filiales, l'UIC Sofal, c'était une banque qui était spécialisée dans les prêts aux marchands de biens. L'UIC Sofal était dans un état de situation de faillite tellement importante, puisque les besoins de recapitalisation étaient de 40 milliards, enfin se sont avérés, puisqu'on a découvert le poteau rose quelques années plus tard, mais grosso modo, il aurait fallu 40 milliards à réinjecter. Et donc, le GAN était actionnaire minoritaire, puisqu'il avait 17% à l'époque de cette banque, et à la demande donc d'un homme de Bercy, je ne citerai pas son nom, le président du GAN, on lui a indiqué que son mandat pourrait être renouvelé, comme quoi le diable se cache dans les détails. Donc son mandat pourrait être renouvelé qu'à la condition qu'il rachète ou qu'il devient en tout état de cause majoritaire dans le CIC. Donc le président du GAN s'est exécuté, mais il n'avait que le pouvoir d'injecter des fonds, de l'argent, mais il n'avait aucun pouvoir de décision. C'est-à-dire que la nomination des patrons de banque, puisque le CIC, c'est un certain nombre de banques régionales, eh bien, il n'avait même pas le pouvoir de décision de nommer les directeurs. C'est pour vous dire que c'était vraiment un droit de tirage dans les fonds propres du GAN. Résultat des courses, le GAN s'est effondré, et donc il a fallu trouver un sauveteur. Et donc, l'État, à l'époque, rappelez-vous, dans les années 90, la bourse n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, elle n'était pas dynamique. Donc, les assureurs avaient 3 poches, une poche action, une poche obligation et une poche logement. Finalement, pour sortir, l'actionnaire donc, demandait bien évidemment des dividendes, mais en plus, l'actionnaire demandait davantage. Bon, donc, la seule poche qui était ma foi, dans un état de santé correct, c'était l'immobilier. Et le GAN, comme tous les assureurs français que j'ai cités précédemment, vendait d'une compagnie A à une compagnie B. En d'autres termes, vous aviez le GAN Vie, par exemple, qui vendait au GAN Santé, puis qui revendait au GAN IARD. Donc tous les ans, il y avait des petites rotations de parcs immobiliers qui faisait que ça dégageait de la plus-value, et la plus-value étant imposable, ça allait dans les caisses de l'État. Bon. Du coup, au fil de temps, pour servir l'État, le GAN, comme l'UAP et les AGF, et les autres assureurs ont suivi bien évidemment, eh bien, ils se sont complètement désengagés de tout logement en gardant à peine 1% de leur parc existant. Donc ça a été... alors, c'était du logement de standing ou du logement intermédiaire, ce qui veut dire que dans le parcours résidentiel de tout Français, si je puis dire, eh bien, au départ, il démarre à 20 ans dans son studio, dans le parc social, avec en 40, 45 ans, 50 ans, en fonction de son évolution patrimoniale et professionnelle, eh bien, il espérait accéder à la propriété. Mais à partir du moment où il y avait 2 marches qui manquaient, le logement intermédiaire et le logement de standing, eh bien, le gap entre le logement social et l'accession à la propriété faisait qu'il était impossible de passer de l'un à l'autre, sauf un héritage, sauf un certain nombre de cas de figure. Mais dans un parcours classique, on ne pouvait plus passer. Et ça a été donc le début de la perte de fluidité à travers le logement social. Et au jour d'aujourd'hui, on pourrait pratiquement classifier d'encéphalogramme plat l'évolution les sorties du parc HLM. Alors, ça, c'est un premier point. Donc, ça, c'est pour mettre en perspective le passé. Maintenant, on regarde l'avenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90 ? Bon, il y a eu une chose qui est extrêmement importante pour les assureurs. C'est l'équivalent de ce que connaissent les banquiers sous l'appellation BAL 3. Eh bien, les assureurs, donc les règles internationales qui régissent les assureurs, c'est Solvency 2. Bon, et Solvency 2 a fait en sorte que, au jour d'aujourd'hui, les assureurs
ne peuvent plus investir directement, de façon epsilonesque, mais ne peuvent plus investir massivement dans l'immobilier résidentiel. Alors, quel qu'il soit un logement intermédiaire ou un logement de syndic. Et du coup, on regarde maintenant la structure des compagnies d'assurance. Vous n'avez quasiment plus de service immobilier. Alors, un service immobilier pour les immeubles d'exploitation, mais pour le résidentiel, il n'y a plus personne. Et donc, les assureurs, petit à petit, ont perdu leur savoir-faire en investissement et en ce qu'on pourrait appeler le property management, c'est-à-dire la gestion locative. Du coup, comment les faire revenir? Alors, il y a une deuxième contrainte. Donc, la première contrainte, c'est Solvency II. Bon, on a parlé tout à l'heure de fonds propres. Effectivement, les fonds propres que l'on met dans l'immobilier, ce n'est pas du tout la même chose que les fonds propres que l'on met dans des opérations d'assurance. Sachez aussi que les assureurs, c'est quand même les premiers financiers de l'État, puisque toutes les obligations d'État sont en grande partie acquises par les investisseurs institutionnels. Alors, entre nous soit dit, si dans la salle, vous avez tous des contrats d'assurance vie, et la probabilité est assez forte que vous ayez tous un contrat d'assurance vie, au jour d'aujourd'hui, à la vitesse à laquelle les taux des OAT, etc., font qu'un assureur ne sera plus capable de vous garantir le capital investi. En d'autres termes, si aujourd'hui vous avez investi 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie, en espérant sortir dans 10 ans ou dans 15 ans, ou quand vous partirez à la retraite, la probabilité que vous récupériez ce capital est plutôt proche de zéro, alors que dans les années 90, 92, il y a des compagnies d'assurance qui vous garantissaient le doublement en 7 ans, ou pour les contrats haut de gamme, et pour les contrats standards, on vous garantissait le doublement en 10 ans. C'était en 92, c'était pas il y a si longtemps. Donc on voit bien que les obligations... Rassurez-nous, vous parlez des contrats en unité de compte, là. Oui, on parle des contrats en unité de compte. D'accord. Bon, mais on voit aujourd'hui, dans les conditions générales, dans les notices d'information, les assureurs, qui de plus en plus, et pas les petits, je parle de tous les assureurs ne prennent plus d'engagement sur les capitaux investis. C'est fini, c'était une autre époque. Donc, la manière pour les assureurs de revenir sur l'immobilier pourrait être la suivante. Les assureurs ne veulent plus faire le property management. Et on a des opérateurs merveilleux qui savent parfaitement faire le property management. On en connaît tous et sans doute il y en a plein la salle. Donc, on pourrait imaginer les opérations en démembrement de propriété qui, eux, vont tout à fait dans le sens des assureurs. Pourquoi? Parce que finalement, ils vont être le financier à travers de la nue propriété et les compagnies d'assurance au jour d'aujourd'hui, dans une gestion actif-passif, cherchent des investissements à long terme pour suppléer partiellement ou pour doper la performance des OAT. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, tous les ans, les assureurs vous sortent la performance de leur contrat. Ils mettent un petit peu d'action, mais ce qu'ils peuvent à travers leur réglementation Solvency II. Ils ont un gros stock d'obligations. Les obligations arrivent à maturité et les nouvelles obligations qui rentrent sont des obligations à 0, 1, 2, 3. Donc, grosso modo, et dans les obligations à 0, 1, 2, 3, c'est avant coût de fonctionnement des compagnies d'assurance, avant coûts techniques, avant coûts commerciaux, etc. Donc, quand vous mettez, et avant paiement des impôts, puisque au jour d'aujourd'hui maintenant, les assureurs doivent payer la fiscalité, même sur les contrats qui ne sont pas au terme. Au fil de l'eau, ils doivent payer des impôts. Donc, vous voyez bien qu'avec tous ces frottements, la performance économique des contrats d'assurance est plutôt entre 0 et 1%, même si l'affichage est un petit peu plus élevé. Mais au jour d'aujourd'hui, donc, pour permettre aux assureurs de revenir sur l'immobilier, parce que l'immobilier locatif en logement intermédiaire pourrait leur apporter une performance économique bien meilleure, d'autant qu'ils cherchent aujourd'hui des opérations à long terme. Je vous explique, vous avez quelqu'un qui a 30 ans, qui déjà commence à réfléchir à sa retraite, se dit, moi je pars à la retraite donc à 65 ans, 66, 67 ans, peu importe, mais grosso modo, j'ai au moins un tunnel d'investissement sur 30 ans, 35 ans. Et au jour d'aujourd'hui, les assureurs, en contrepartie de quelqu'un qui va investir aujourd'hui à 35 ans, qui a 35 ans et qui va investir jusqu'à 65 ans, donc mettons sur une période de 30 ans, ils ne trouvent sur le marché que des durées de 10. D'accord ?
Ils ne vont pas acheter des bons du Trésor américain, donc ils achètent sur des durées de 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, eh ben, ils sont au terme, il faut recommencer sur une autre période de 10 ans et une troisième période de 10 ans. Et leur rêve le plus fameux, ça serait d'avoir immédiatement une contrepartie sur 30 ans et de faire du démembrement sur 30 ans avec du logement a tout son sens. Alors, la seule chose qui bloque, c'est Solvency II, c'est l'interprétation de Solvency II par les autorités françaises, parce que le code des assurances est, comme en France, comme tous les codes, une complexité redoutable avec une chose dite dans la page 1 et son contraire à la page 100. Donc, il faut de temps en temps harmoniser. Et on voit bien que sur un certain nombre d'opérations, il y a des blocages complètement, uniquement dans l'interprétation du code. C'est bien l'interprétation du code. Et deuxièmement, de pouvoir faire en sorte qu'ils retrouvent une attractivité à revenir dans le logement, mais sans avoir la gestion locative. Et donc, ce type d'opération, à travers, et un contrat a été fait en ce sens, c'est les contrats vigénération. Sauf que les contrats vigénération, quand vous discutez avec tous les patrons de compagnies d'assurance, ils vous disent on ne trouve rien sur le marché. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'arrive pas à faire rencontrer des promoteurs, des bailleurs sociaux qui viennent frapper à la porte des assureurs, hormis le fonds Argos que tout le monde connaît, mais qui n'est pas en démembrement, qui est en pleine propriété. Mais en fin de compte, les uns et les autres n'arrivent pas à se parler ou n'arrivent pas à se rencontrer. Et donc, du coup, les compagnies d'assurance, aujourd'hui, nous disent je ne trouve pas de produits à investir. Je ne trouve pas je cherche désespérément des produits. Merci de ces précisions. On a abordé, vous en êtes peut-être rendu compte, on a déjà largement abordé l'ingénierie qui était à la deuxième partie, mais on va revenir dessus. Et merci de ces précisions. Je rebondis, moi, sur le triptyque que vous avez mis en avant,